Nous sommes le 20 octobre 2011 dans les faubourgs de Sirte, en Libye. Ce sont les dernières images du colonel Kadhafi vivant. La mort du dictateur libyen qui a dirigé le pays pendant 40 ans signe la fin d'une guerre qui a plongé tout le pays dans un chaos politique et un cycle de violence dévastatrice qui dure encore aujourd'hui. Cette guerre fut conduite sous l'autorité de l'ONU, mais portée militairement par un pays en particulier, la France, et par la volonté déterminée d'un homme, son président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Alors que se fait entendre le fracas des bombes, 2 journalistes vont commencer une enquête hors du commun. Cette enquête, qui durera plus de 10 ans, va progressivement révéler une réalité des rapports entre Mouammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy, de plus en plus éloignés des discours officiels. Après, il peut y avoir un article. Bon, l'article, ça compte pas. Pourquoi ça compte pas? Parce qu'après un article, il y a un autre article. Et encore un autre article qui dira le contraire de ce qu'a dit. Et puis personne n'y comprend rien. Au premier semestre de l'année 2011, on reçoit à Mediapart un mail d'une personne qu'on ne connaît pas et qui nous dit j'ai peut-être quelque chose qui peut vous intéresser sur un personnage sur lequel vous écrivez. Alors c'est quelque chose, on ne sait pas encore ce que c'est. Le personnage sur lequel on écrit, c'est ce qu'on appelle pudiquement dans le monde politique et le monde de l'entreprise un intermédiaire. Si on est gentil, on peut dire que c'est un affairiste. Si on est moins gentil, comme la justice le considère parfois, c'est un agent de corruption. L'homme en question, il s'appelle Ziad Takieddine. Le mail attire notre attention et avec mon confrère Karl Lasquet, nous oblige à nous rendre dans un pays étranger pour essayer de voir quels sont les documents, les éléments qu'on nous promet. Et on met la main sur les archives numériques de Ziad Takieddine. On est dans les locaux de Mediapart avec Fabrice et on examine en fait les archives qu'on a récupérées. Enfin, c'est un disque dur qui contient plusieurs milliers de documents. Il y a ses feuilles d'impôts, il y a ses photos de vacances avec des hommes politiques, il y a toutes les affaires qu'il a traitées depuis 10 ans. Il y a dans le détail donc des dossiers libyens, des dossiers syriens, des dossiers saoudiens. Il y a la gestion de son patrimoine immobilier, parce que bon, c'est un intermédiaire par ailleurs qui a acheté des biens immobiliers un peu partout, à Londres, en France, sur la Côte d'Azur. On découvre même l'évaluation de son patrimoine faite par lui, à savoir 97 millions d'euros. Pour comprendre le rôle de Ziad Takieddine dans cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière. Son nom est apparu pour la première fois dans l'actualité française à l'occasion d'un scandale politico-financier retentissant, l'affaire dite de Karachi. Au milieu des années 90, Ziad Takieddine, issu de la haute bourgeoisie libanaise, a servi d'intermédiaire dans une gigantesque affaire de vente de sous-marins par la France au gouvernement pakistanais. Ziad Takieddine a touché de colossales commissions, dont une partie est revenue en France au moment de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur, qui en 1995 avait décidé de se présenter contre le candidat désigné de la droite, Jacques Chirac. Cette année-là, un jeune maire, à peine nommé ministre du Budget, décide de rejoindre le camp d'Édouard Balladur et devient le porte-parole de sa campagne présidentielle. Un certain Nicolas Sarkozy. Mais les espérances du clan Balladur ne vont durer que quelques mois.
car c'est Jacques Chirac qui gagne l'élection présidentielle. Le nom de Ziad Takieddine reste très discret, mais on sait que le président Jacques Chirac a interrompu les circuits de commission parce qu'il a compris qu'en fait, cet argent avait été dégagé pour la campagne Balladur et qu'il y avait des fraudes considérables qui avaient été construites autour de ces marchés d'armement. Donc ça a été interrompu. Et donc ça, c'est une histoire sur laquelle Mediapart a beaucoup écrit, sur laquelle nous avons beaucoup révélé, et nous étions persuadés que, comment dire, l'épopée corruptrice, en tout cas telle que la justice l'a définie, de Ziad Takieddine, se limitait à cette période-là, celle de 93-95, et des relations avec des pays comme le Pakistan et l'Arabie saoudite. Le 8 mai 2002, un attentat a tué à Karachi, au Pakistan, 14 employés de la direction de la construction navale, dont 11 ingénieurs français venus construire les sous-marins. Aujourd'hui encore, la justice s'interroge. Cet attentat aurait-il pu être commis en représailles du non-versement de certaines commissions ? Monsieur le Président, Philippe Alfroy de l'agence France Presse. Selon les informations qui ont été rapportées hier à la suite d'une réunion entre les parties civiles dans l'affaire de l'attentat de Karachi et les juges d'instruction, on parle même de rétrocommission qui aurait dû alimenter la campagne électorale d'Édouard Balladur en 95. Est-ce que, en tant que ministre du Budget, vous avez été au courant de tels accords ? Vraiment, c'était pas la peine de vous mettre à ma droite pour parler de ça. Franchement. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, monsieur, franchement, c'est ridicule. Alors, raisonnement, là, pour son financement, monsieur Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées à suite, et ça de Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille? S'il y a un braquage à Bruxelles aujourd'hui, j'y étais. C'est incontestable. Monsieur le Président, Non, pardon, hein, je ris pas du tout parce que Karachi, c'est la douleur de famille, et tout comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille répondre là-dessus? Après la victoire de Jacques Chirac, l'ensemble du clan Balladur va être mis en marge de la vie politique. Je vous demande de vous arrêter. Cette traversée du désert durera 7 ans. Elle ne prendra fin qu'avec la réélection de Jacques Chirac en mai 2002. Poussé par la nécessité de resserrer les rangs de la droite, le deuxième mandat de Jacques Chirac signe en effet le retour en grâce de quelques balladuriens. Et parmi eux, Nicolas Sarkozy, qui va rejoindre le gouvernement. Excusez-moi. Nicolas Sarkozy va devenir ministre de l'Intérieur. Et Ziad Takieddine, qui a un magnifique hôtel particulier à Paris, derrière la place du Trocadéro, organise une fête absolument somptueuse pour célébrer le retour aux affaires des balladuriens, notamment à travers Nicolas Sarkozy. Au premier semestre 2011, quand nous avons accès à Mediapart, aux archives numériques de Ziad Takieddine, pour nous, ça va être une sorte de petite caverne d'Ali Baba numérique qui va nous faire comprendre que Ziad Takieddine, qu'on pensait être l'homme d'un clan et d'une époque, c'est-à-dire l'agent de corruption présumé des ventes d'armes du gouvernement Balladur entre 93 et 95, en fait, était une sorte de fil rouge, d'une part d'ombre, d'une partie de l'histoire de la droite française qui a duré pendant des décennies. En 2002, Nicolas Sarkozy, devenu le premier flic de France, sature immédiatement l'espace médiatique. Vous avez assez de cette bande de racailles. Et très vite, affiche sa véritable ambition. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Nicolas Sarkozy a besoin de son propre réseau pour accéder au pouvoir et subo d'Orton, il a besoin de ses propres finances à lui pour le faire. Et c'est pour ça que Ziad Takieddine apparaît dans le radar de l'équipe Sarkozy,
Et on va, à mesure qu'on va plonger dans les documents qu'on va appeler les documents Takieddine, on va voir commencer à surgir un récit sur l'histoire politique, diplomatique et économique entre deux pays, la France et la Libye, qui est alors dirigée par le dictateur Mouammar Kadhafi, qui ne semble pas correspondre au récit officiel qui est offert au grand public concernant la relation entre ces deux États, a fortiori quand Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, décide de candidater à la présidence de la République, puis va devenir le chef de l'État français en 2007. Takieddine, il se surnomme l'ouvreur de porte, quoi. Donc c'est l'ouvreur de porte. Donc il dit bon, moi j'ouvre la porte d'un pays. C'est comme ça. Voilà pourquoi je dois être récompensé parce que j'ouvre la porte. Donc il va entre guillemets ouvrir la porte de la Libye. Depuis sa prise de pouvoir en 1969, la Libye du colonel Kadhafi, qui se veut être un régime socialiste et défend un projet panafricaniste, est en guerre plus ou moins ouverte avec l'Occident, et notamment les États-Unis et la France. En 1976, Mouammar Kadhafi couche par écrit sa théorie universelle révolutionnaire. Le livre vert prône le pouvoir au peuple. L'islam reste cantonné dans un strict rôle religieux. Mais la fierté nationale du colonel se sent à l'étroit dans un pays de 3 millions d'habitants. L'arabisme lui offre une échelle plus digne de ses espérances. Les unions avec les voisins se multiplient. Soudan, Syrie, Égypte, Tunisie, Maroc... La Libye est le premier pays arabe à avoir nationalisé son pétrole. C'est un des premiers gestes qu'a fait Kadhafi en 1969. Il a donc envoyé les multinationales et donc il a affirmé sa souveraineté d'abord en nationalisant les hydrocarbures et en fermant les bases militaires britanniques et américaines qui étaient là depuis 1943. Donc ça explique en partie, disons, toute la logique ensuite de confrontation avec les puissances impérialistes, puisque Kadhafi se définissait comme un anticolonialiste et un anti-impérialiste, en tout cas contre ce qu'il percevait comme l'impérialisme occidental. Après les bombardements de Tripoli par les Américains en 1986, l'État libyen, isolé, mène une politique d'attentats terroristes très meurtrière qui va conduire le pays au banc de la communauté internationale. Mais pour en finir avec l'embargo qui frappe son pays, au tournant des années 2000, le dictateur affirme vouloir renoncer au terrorisme et à son programme d'armes nucléaires. Je situerais la fin de cette ère, disons, du terrorisme d'État à 2001. 2001, ça a vraiment été, le 11 septembre, ça a vraiment été une bascule pour Kadhafi. En 2001, il a compris que le monde avait changé, que la riposte américaine serait impitoyable, et donc qu'il pouvait être le prochain sur la liste, parce qu'il était toujours sur la liste des États terroristes. Et à partir de 2003, les sanctions internationales onusiennes étant levées, la Libye est devenue, je dirais, le nouvel Eldorado pour les industriels du monde entier, principalement les Occidentaux, mais pas que. Donc on a eu vraiment un engouement pour la reprise des relations commerciales dans tous les domaines, et sécuritaires et militaires également. Et à ce moment-là, là, pour le coup, Ziad Takieddine entre vraiment publiquement en scène, entre guillemets. C'est lui qui va faire les premiers pas de l'affaire Kadhafi-Sarkozy, si j'ose dire, en tissant les premiers liens et en voyant ce qui peut être fait, y compris, évidemment, sur ce qui le concerne et qui l'intéresse le plus, sur le terrain des commissions occultes et de l'argent noir. On va découvrir des documents commerciaux et financiers qui vont montrer que cette diplomatie parallèle, parce que Ziad Takieddine est en fait un agent de la diplomatie occulte vis-à-vis d'un pays comme la Libye, qu'il ne le fait pas par philanthropie, il a un intérêt financier à le faire et donc il engage des discussions et des négociations commerciales sur tout un tas de terrains économiques différents, que ce soit de la vente de matériel d'espionnage, de la vente de pétrole ou autre avec la dictature libyenne.
Ce qu'on découvre dans les archives de Ziad Takieddine, c'est que son principal contact, son premier, ça va rester son principal contact en Libye, c'est Abdallah Senussi. Abdallah Senussi, c'est 30 ans de rôle dans la face la plus obscure et la plus dangereuse du régime. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui a organisé les attentats opérés par la Libye dans les années 80. Parmi les attentats les plus meurtriers perpétrés par l'État libyen, il y a le 19 septembre 1989, celui contre un avion de la compagnie française UTA. L'avion qui relie Brazzaville à Paris explose au-dessus du désert du Ténéré, tuant 170 personnes. L'enquête va révéler que cet attentat, commandité par le pouvoir libyen du colonel Kadhafi, a été organisé par Abdallah Senussi. Il faut savoir que Abdallah Senussi, c'était le beau-frère du colonel Kadhafi. Il était d'une très, très grande tribu du sud, les Magarha, qui est une tribu alliée à celle de Kadhafi, qui est une tribu très influente dans le sud de la Libye. C'est vraiment l'exemple type du personnage qui avait à la fois une légitimité familiale et tribale. C'était vraiment l'exemple même du personnage des basses œuvres. Il savait tout, il gérait tous les dossiers sombres. Il était derrière aussi les attentats. Donc c'est quelqu'un qui était un pilier du régime. En 1999, Abdallah Senussi sera condamné en France à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir été le cerveau de l'attentat contre le DC-10 d'UTA. Il fera alors l'objet d'un mandat d'arrêt international. Que Takieddine soit en relation avec Abdallah Senussi, c'est quelque chose qui est un petit peu vertigineux parce que, au fond, Takieddine est en relation avec l'homme le plus dangereux de la Libye et un homme condamné par la France. Donc on a quelqu'un qui est absolument infréquentable pour des responsables politiques, etc., et qui va être fréquenté, de fait, indirectement, au début, par Claude Guéant et par l'équipe de Nicolas Sarkozy. Monsieur Guéant est là aussi. Le préfet Claude Guéant, ancien directeur général de la police, est l'homme que Nicolas Sarkozy choisit comme directeur de cabinet lorsqu'il prend la tête du ministère de l'Intérieur en 2002. Aussi pondéré et discret que Nicolas Sarkozy est impulsif et volubile, Claude Guéant va devenir le chef d'orchestre de la machine Sarkozy. Leur collaboration va durer près de 2 décennies. Les rôles, bien sûr, sont répartis, mais enfin, nous avons l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire que personne ne s'offusque que quelqu'un ait des idées sur le territoire de l'autre. Et c'est ce Ziad Takieddine qui va organiser une visite de Claude Guéant, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, à la fin du mois de septembre 2005. C'est une visite qu'on dit préparatoire pour que Claude Guéant prépare avec les autorités libyennes la venue, une semaine plus tard, de Nicolas Sarkozy à Tripoli, la capitale de la Libye, pour rencontrer le leader, le colonel Kadhafi, dictateur depuis la fin des années 60 de ce pays. Cette visite, elle est très importante, cette visite préparatoire de Claude Guéant, parce que dans ses notes, Ziad Takieddine dit qu'elle doit revêtir un caractère secret, qu'il ne faut pas que le ministère des Affaires étrangères, que Jacques Chirac, que Dominique de Villepin apprennent quoi que ce soit au sujet de cette visite. Donc on voit dans cette note les précautions qui sont prises. Donc Guéant est averti qu'il faut absolument garder le secret sur cette visite. Et par ailleurs, il est dit, voilà, on sera plus à l'aise pour évoquer l'autre sujet. Et il y a fort à penser que l'autre sujet, c'est effectivement la question du financement de la campagne de Sarkozy. Claude Guéant, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, donc de la police française et des services de renseignement intérieur français, rencontre secrètement à Tripoli, fin septembre 2005, Abdallah Senussi, le terroriste. Il le rencontre secrètement parce qu'il le rencontre dans le dos de la diplomatie française. L'ambassadeur et les diplomates français à Tripoli ne le savent pas. Il le rencontre sans garde du corps, mais en revanche, il le rencontre avec un homme, Ziad Takieddine, qui fait office de traducteur entre Abdallah Senussi et Claude Guéant.
Une semaine après cette visite préparatoire de son directeur de cabinet, Nicolas Sarkozy se rend à son tour à Tripoli. C'est un voyage éclair, d'une journée. Merci de me recevoir malgré le ramadan. Officiellement, le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas de mandat diplomatique, vient discuter avec Mouammar Kadhafi de questions liées au contrôle des flux migratoires et du terrorisme. Mais les officiels présents vont être surpris par un inhabituel et long tête-à-tête que les deux hommes vont avoir à cette occasion, hors caméra et en la seule présence de leur interprète. En réalité, ça a été le début d'une sorte de pacte faustien qui va se nouer entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi, connaissant les velléités politiques de Nicolas Sarkozy de vouloir devenir le président de la République française, pour une raison simple, c'est qu'il en avait été informé par Ziad Takieddine, les notes des documents Takieddine le démontrent, propose d'aider Nicolas Sarkozy à conquérir le pouvoir en France. Il était dans les pratiques, dans la tradition, dans les coutumes du système Kadhafi, de rétribuer ses hôtes, de rétribuer des groupes armés ou des dirigeants qu'on veut soutenir, et éventuellement des candidats à des postes ou à des élections dans différents pays. Donc oui, c'était quelque chose une pratique courante dans le système Kadhafi. Nicolas Sarkozy apparaissait comme quelqu'un de nouveau pour Kadhafi. Je pense qu'il avait une sympathie pour lui, et donc il voulait bien faire. Il voulait relancer cette relation avec l'arrivée d'un nouveau président. Ce jour-là, Mouammar Kadhafi va demander à Nicolas Sarkozy que la France fasse un geste pour améliorer la situation judiciaire d'Abdallah Senoussi. Et ce jour-là, Mouammar Kadhafi demande à Nicolas Sarkozy de trouver une solution pénale pour essayer peut-être de faire sauter le mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi. Nicolas Sarkozy sait que la situation de Senoussi n'est pas qu'un enjeu personnel pour Abdallah Senoussi, c'est un enjeu d'État pour la Libye. Le régime Kadhafi était un régime personnel, mais c'était aussi ce qu'un historien britannique qualifie de dictateur faible, c'est-à-dire qu'il était aussi tenu par tous ces réseaux. On disait souvent qu'il tenait les tribus, mais il était aussi tenu par les tribus. Et même par sa famille, puisqu'il y avait des tensions au sein du clan, et donc il était tiraillé entre ces différentes tendances. Et je dirais que Abdallah Senoussi, c'était quelqu'un qui pouvait parler à tout le monde au sein du clan. Donc c'était surtout important en termes d'honneur, en termes d'image, et en termes d'équilibre interne du régime, que Kadhafi puisse obtenir, je dirais, l'amnistie de cet éminent personnage du régime. Et on va découvrir que un mois et demi plus tard seulement, après la visite de Nicolas Sarkozy en Libye, son avocat personnel et son ami, qui est un avocat parisien très célèbre, qui s'appelle Thierry Herzog, va se rendre en Libye. Nous sommes à la fin du mois de novembre 2005, pour rencontrer l'équipe de défense pénale d'Abdallah Senoussi. La discussion porte sur les modalités de comment faire sauter le mandat d'arrêt. On le sait parce que c'est documenté par de très nombreux éléments matériels, notamment par un compte-rendu de la réunion qui a eu lieu en Libye entre les hommes de Senoussi et l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui va devenir un temps l'avocat d'Abdallah Senoussi. Au mois de décembre 2005, le 22 décembre 2005 précisément, un intime de Nicolas Sarkozy, qui est Brice Hortefeux, le ministre des collectivités territoriales françaises, va se rendre à son tour à Tripoli, la capitale de la Libye. Surnommé le fidèle des fidèles, Brice Hortefeux est le plus ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy. Fidélité récompensée par sa nomination en juin 2005 comme ministre délégué aux collectivités territoriales sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux va, comme Claude Guéant 3 mois plus tôt, rencontrer secrètement à Tripoli, de nouveau, Abdallah Senoussi, exactement dans les mêmes circonstances, sans diplomate, sans que l'ambassade en soit informée, sans garde du corps,
sans traducteur, mais avec toujours le même homme, l'intermédiaire, affairiste, agent de corruption présumé d'après la justice, Ziad Takieddine. Et ce jour-là, d'après 2 des 3 personnes présentes dans la pièce, à savoir d'après Ziad Takieddine et d'après Abdallah Sinoussi, il est discuté cette fois du financement de l'équipe Sarkozy par la Libye de Kadhafi à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007. Début 2007, Nicolas Sarkozy, qui 2 ans plus tôt avait pris la tête de son parti, l'UMP, va entrer en campagne pour l'élection présidentielle. Rompant avec la tradition, Nicolas Sarkozy voit grand et fait une campagne à l'américaine. L'heure est alors aux grandes déclarations vertueuses. La démocratie irréprochable, c'est un président qui dira avant tout ce qu'il fera et surtout qui fera après tout ce qu'il aura dit avant. C'est cela, la démocratie irréprochable. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Parce que je le crois au plus profond de mon cœur. Je ne crois pas à ce qu'on appelle la réelle politique, qui fait renoncer à ses valeurs sans gagner un seul contrat. Je ne veux être complice d'aucune dictature à travers le monde. Fort de ces mots puissants, le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu 6e président de la Ve République. De l'autre côté de la Méditerranée, les félicitations sont chaleureuses, pleines d'espoir et de promesses. Quelques jours plus tard, Mouammar Kadhafi va offrir au nouveau président français la libération de 5 infirmières bulgares et d'un médecin palestinien détenus en Libye depuis plusieurs années. Leur calvaire avait ému l'opinion internationale. C'est donc un avion de la République française qui, le 24 juillet 2007, atterrit en Bulgarie et rend la liberté aux prisonnières. Mais surprise, l'affaire est aussi conjugale. C'est à sa femme, Cécilia Sarkozy, que le président a confié le soin de régler les derniers détails de leur libération. Tiens, je voulais vous dire quelle était notre joie devant la fin de ce long calvaire qui a frappé 5 femmes. Puis vous comprendrez que je dis également que Cécilia a fait un travail tout à fait remarquable. Que pour être une phrase courte et n'en est pas moins très sincère. À peine 24 heures plus tard, Nicolas Sarkozy prend l'avion pour la Libye. Le nouveau président de la République française consacre son premier voyage officiel au guide de la Révolution, le colonel Kadhafi. Entre le président français et le dictateur libyen, la lune de miel est revendiquée et s'affiche au grand jour. Le point d'orgue de cette belle amitié sera, 6 mois plus tard, la visite officielle de Mouammar Kadhafi en France. Le 10 décembre 2007, l'avion de Mouammar Kadhafi atterrit à Orly. Pour la première fois depuis 35 ans, la France offre à l'ancien parrain du terrorisme une visite prestigieuse dans une grande capitale occidentale.
En France, l'usage diplomatique veut que les visites officielles durent 3 jours. Mouammar Kadhafi demande à prolonger son séjour de 3 de plus. Et pendant 6 jours, le dictateur qui a été autorisé à planter sa célèbre tente bédouine dans les jardins de la République va traverser Paris d'un site touristique à l'autre. Le touriste Kadhafi s'en donne à cœur joie. Bateau-mouche, Tour Eiffel, 30 minutes au Louvre, dont 3 devant Mona Lisa. 1 heure à Versailles, ces Amazones ont pu rêver. Il voulait aller à Versailles, il s'est rendu au Louvre. Changement d'avis et donc de programme, mais constance des embouteillages. Et cette fois sans caméra pour Mouammar Kadhafi, une visite en privé et au pas de charge. En fait, pour nous, c'était, et pour moi particulièrement, ce moment-là, c'était ubuesque, en fait. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. C'était dingue. L'attente, Paris bloqué, Versailles, Kadhafi, il faisait froid avec son manteau de fourrure et sa toque sur la tête. Enfin, c'était un truc incompréhensible pour nous, incompréhensible. Le faste déployé pour accueillir un dictateur choque l'opinion, scandalise sur les bancs de l'Assemblée nationale et jusque dans les rangs du gouvernement. Pour désamorcer la polémique, c'est l'indispensable Claude Guéant qui est envoyé au front. Le colonel Kadhafi a-t-il fait suffisamment de chemin pour justifier un tel accueil de la France, un accueil que ne lui ont réservé aucun des grands pays occidentaux jusqu'à présent? Cet accueil est l'accueil qui est réservé à tous les chefs d'État qui sont en visite en France. Mais l'intervention du secrétaire général de la présidence de la République ne suffit pas à stopper la controverse qui grandit de jour en jour. Pour faire taire les mauvais coucheurs, Nicolas Sarkozy sort son joker. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. Fini la critique de la réelle politique qui fait renoncer à ses valeurs. Et je vais signer une dizaine de milliards de contrats avec la partie libyenne. C'est pour l'emploi et la croissance des Français. Et il met en scène devant la presse, avec la complicité bon enfant de Mouammar Kadhafi, la signature de contrats avec l'État libyen pour, affirme-t-il, un total de 10 milliards d'euros. On nous parlait de contrats, de milliards qui allaient tomber dans l'escarcelle de la France et que ça allait provoquer une espèce de raz-de-marée positif sur l'économie française. Personne n'y croyait, quoi, enfin, ou très peu, quoi. Mais pour nous, les victimes du DC-10, ce qui nous paraissait le plus incroyable, c'était effectivement l'invitation de Nicolas Sarkozy, parce que c'était la force invitante, le faste, le temps passé, cette impression qu'il était toujours là partout et qu'on n'arrivait pas à s'en décoller. Et ça, pour nous, mais c'était, on n'arrivait même pas à l'interpréter. Et au final, Nicolas Sarkozy, le président de la République, a accepté, ou plutôt nous a invités, le dernier jour de la présence de Kadhafi, nous a invités à l'Élysée et nous a rencontrés et nous a parlé. Et ce moment, assez hallucinant aujourd'hui quand on y repense, sur le moment, je dois dire que ça nous a apaisés d'une certaine façon. Et Nicolas Sarkozy a pris le temps de nous écouter. Je me souviens qu'il n'arrêtait pas, enfin qu'il a dû nous dire 1 ou 2 fois « Vous êtes des gens formidables ». Et nous, on l'a pris comme tel. Et on en avait besoin. Nicolas Sarkozy venait donc d'être élu jeune président de la République française. Il recevait des familles d'un attentat. Et aujourd'hui, on apprend que ce président aurait été élu grâce à l'argent des gens qui ont tué nos frères, nos sœurs, nos mères, nos parents. Rétrospectivement, si aujourd'hui ce qu'on sait de l'enquête se révèle vrai, je trouve que ça vient, ce moment de réception des familles vient encore plus alourdir finalement le problème. Nicolas Sarkozy a offert à Mouammar Kadhafi ce qu'il souhaitait le plus et pour lequel il était prêt à payer très cher. C'était de redevenir un pays respectable,
un pays avec lequel une grande démocratie comme la France, le pays de la Déclaration des droits de l'homme, va pouvoir discuter. Et celui qui va permettre ça à Mouammar Kadhafi, c'est Nicolas Sarkozy. Alors que s'achève sa visite officielle en France, le colonel Kadhafi ne peut pas se douter qu'à peine 4 ans plus tard, sa relation avec le président français va brutalement changer de nature. Dans le vaste mouvement des révoltes populaires du printemps arabe qui a démarré en Tunisie, des émeutes éclatent à Benghazi dans l'est de la Libye en février 2011. C'est le début d'une guerre civile. À la surprise générale, Nicolas Sarkozy est le premier chef d'État à accueillir et à reconnaître les opposants au colonel Kadhafi comme le seul pouvoir légitime en Libye. Et 4 ans après avoir accueilli en grande pompe Mouammar Kadhafi, le président français commence une offensive diplomatique pour obtenir du Conseil de sécurité de l'ONU l'autorisation d'intervenir militairement en Libye. Nous avons un travail à faire dans un cadre juridique bien précis qui est celui des Nations Unies. Éviter des morts. C'est dans ce contexte-là que d'abord Mouammar Kadhafi va faire une espèce de déclaration un peu étrange en disant que si Nicolas Sarkozy va bombarder son pays, lui, il est en mesure de révéler un grave secret. Ce grave secret va être dévoilé quelques jours plus tard par l'un des fils du dictateur libyen, Saïf al-Islam. Interrogé sur l'empressement de la France à vouloir intervenir militairement en Libye, le contenu de ces déclarations est explosif. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons Il y a eu peu ou pas de commentaires politiques à ce sujet. Hein. Les gens ont imaginé que c'était une fanfaronnade du dictateur, une des dernières fanfaronnades du dictateur. Comme ça vient à l'aube d'une guerre et de dignitaires d'une dictature, on prend avec prudence ce type d'affirmation. Et néanmoins, on est journaliste. Et à Mediapart, nous avons les archives numériques de Ziad Takieddine qui, précisément, nous donnent des éléments qui permettent de comprendre une réalité de l'histoire franco-libyenne depuis le début des années 2000 qui ne semble pas correspondre au récit officiel qui est offert par la France de Nicolas Sarkozy. Dans les documents, on comprend que c'est pas tout à fait ça et qu'il y a beaucoup d'éléments factuels à travers la démarche de Takieddine qui corrobore cette idée d'une corruption possible du dictateur vers le futur président français. Donc il y a un travail patient de vérification qui va nous permettre, dès l'été 2011, de publier une première salve d'articles qui va révéler la réalité des relations incompréhensibles, dans un premier temps, entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Le 18 mars 2011, un mandat est voté à l'ONU qui vise à interdire à Mouammar Kadhafi l'usage de son aviation. Ce mandat a été aussitôt interprété par la France et ses soutiens comme une autorisation à bombarder les forces armées libyennes. Commence une guerre que les Américains eux-mêmes vont appeler la guerre de Nicolas Sarkozy. Il est certain qu'il y a, au sujet de la guerre en Libye, des questions auxquelles nous n'avons toujours pas les réponses aujourd'hui. Parmi les questions qui demeurent sans réponse, il y a le choix de certains bombardements par la France. Par exemple, au mois d'août 2011, des avions français ont bombardé la résidence privée d'Abdallah Sinoussi dans un quartier résidentiel à Tripoli, faisant d'ailleurs au moins un mort civil. Est-ce que le domicile personnel dans un quartier résidentiel à côté d'une école de Abdallah Sinoussi, qui ne s'y trouvait pas
est un objectif militaire. Alors que la guerre ne devait durer que quelques jours, il faut 6 mois pour que Tripoli passe aux mains des rebelles. Kadhafi, en fuite, est introuvable. 2 mois plus tard, son convoi, identifié par les Américains, est bombardé par des avions français. Le dictateur est capturé et assassiné le 20 octobre dans la banlieue de Sirte. Est-ce que ça va avoir une réaction à la mort de M. Kadhafi? L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. La guerre laisse un pays dévasté, divisé, aux mains des factions et des islamistes, dans un chaos politique qui dure encore aujourd'hui. Et le grave secret de Mouammar Kadhafi aurait pu disparaître à jamais sous les gravats. Donc la guerre s'est terminée, notamment par la mort de Kadhafi. Donc ses fidèles sont soit morts, soit en fuite. On fait plusieurs voyages. Voilà, on est allé au Caire, on est allé en Tunisie, on va à droite à gauche pour rencontrer des membres de l'ancien régime pour continuer à voir si c'est possible d'avoir des témoignages, voir des documents, etc. Et chemin se faisant, dans notre enquête, nous avons pu mettre la main en 2012 sur un document qui avait échappé au bombardement de la guerre en Libye. Ce document est signé par un homme très important dans l'organigramme libyen qui s'appelle Moussa Koussa. C'était le chef des services secrets extérieurs libyens. Ce document, explique que le pouvoir a donné son accord à un financement de la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros et que lui, Moussa Koussa, valide cette décision du Comité populaire général. En gros, c'est une intention de financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Cette note fait référence à une réunion à laquelle auraient participé, côté libyen, Abdallah Senoussi et Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, et côté français, Brice Hortefeux et Ziad Takieddine. Elle indique qu'un accord aurait été conclu qui fixe un montant que le régime libyen est prêt à accorder pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Quand on a un document comme ça entre les mains, évidemment, ça brûle les doigts. Mais c'est pas parce que ça brûle les doigts et que ça correspond aux indices qu'on accumule depuis un moment que c'est forcément vrai. Donc il y a un travail qui doit être mené de vérification sur ce document. On rentre à Paris, on le fait traduire une première fois, une deuxième fois, on le présente à des experts, notamment pour authentifier la date, les armoiries, etc. Nous avons rencontré un certain nombre de sources officielles, qu'elles soient françaises ou libyennes, qui nous ont permis de confirmer l'authenticité formelle du document. Nicolas Sarkozy ne sait rien encore de l'expertise en cours de la note Koussa. Pour lui, la guerre en Libye est déjà un lointain souvenir. L'heure est à une nouvelle campagne présidentielle. Candidat à sa réélection, il enchaîne de somptueux meetings. Je vais être critiqué, je vais être attaqué, mais je m'en moque parce que j'ai dit la vérité. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation très difficile au journal. C'est un calendrier qui est extrêmement délicat pour des journalistes, voire même qui suscite du malaise. Nous avons une information vérifiée qui est énorme
Et nous sommes dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle qui concerne Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il faut publier ou est-ce qu'il ne faut pas publier ? Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Je vais vous dire, la fonction de président de la République, c'est pas une fonction normale. La campagne présidentielle nous imposait au contraire de rendre publics les éléments qu'on avait entre les mains. Parce que c'était effectivement le moment du choix, le moment où effectivement on débat aussi des positions politiques. Et ces positions politiques, ça recouvre effectivement la question de la transparence, la question du financement. Donc ce document, en quelque sorte, il entrait en plein dans le champ du débat politique présidentiel. Mediapart rend publique la note Moussa Koussa le 28 avril 2012, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Les premières questions publiques vont être posées à Nicolas Sarkozy concernant le financement de sa campagne de 2007. Dernière question d'actualité avant de passer la parole aux Français. Plusieurs sites internet affirment que le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai ? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. Son fils, Saïf al-Islam, affirme que vous avez reçu de l'argent de la famille Kadhafi. Une référence morale, sans doute. Je suis désolé pour vous que vous soyez la porte-parole du fils de Kadhafi. Quand on cite M. Kadhafi, son fils, M. Kadhafi qui est mort, son fils qui a du sang sur les mains, qui est un régime de dictateurs, d'assassins dont la crédibilité est zéro, et quand on reprend à son compte les questions qu'il posait, franchement, je pense qu'on est assez bas dans le débat politique. Par la suite, assez vite, Nicolas Sarkozy intervient en disant, pour démentir, et en annonçant qu'il va déposer plainte contre nous, et il dépose une plainte de fait dans les jours qui suivent. Et sa riposte va être très forte, puisqu'il va nous accuser d'avoir publié un faux document. Et pendant 3 ans et demi, Mediapart va devoir mener une bataille judiciaire face à Nicolas Sarkozy, face à Brice Hortefeux qui va se joindre à la plainte pour démontrer que nous avons bien travaillé et que ce document n'est pas un faux. Et la justice, que ce soit les juges d'instruction, que ce soit la cour d'appel, que ce soit la cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en France, tous, à 3 reprises, vont dire formellement que ce document n'est pas un faux, contrairement à ce que raconte Nicolas Sarkozy. C'est un montage. Quand vous pensez... D'abord, Mediapart est coutumier de mensonges. Mediapart, c'est quoi ? C'est une officine. Vous le savez très bien. Au service de qui ? De la gauche. Ce document est un faux, grossier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Tout simplement parce que les 2 personnes en Libye qui étaient censées avoir envoyé ce document et le recevoir l'ont démenti. Nicolas Sarkozy ne se contente pas de répéter que le document publié par Mediapart est un faux. Lui et ses avocats se dépêchent de fournir le démenti d'un des plus proches collaborateurs de Mouammar Kadhafi, Béchir Saleh, le destinataire de la note Koussa. Béchir Saleh n'est pas tout à fait un inconnu pour Nicolas Sarkozy. Souvenons-nous en effet de la conversation entre Mouammar Kadhafi et le tout nouveau président de la République française. Béchir Saleh, c'est l'homme à qui Nicolas Sarkozy donne l'accolade à sa descente d'avion à Tripoli en juillet 2007. Pendant la guerre en Libye, Béchir Saleh est arrêté par les rebelles libyens. Il doit être jugé parce qu'il est accusé d'un certain nombre de crimes et délits, notamment d'avoir détourné et corrompu l'argent libyen, les fonds publics du peuple libyen. Et alors qu'il est entre les mains du nouveau pouvoir libyen, la France et ses services secrets, la DGSE, vont organiser son exfiltration. C'est-à-dire qu'on va le substituer, le soustraire aux autorités libyennes que nous avons mis en place pour lui permettre d'échapper à la justice de son pays et d'arriver en France. Où il sera accueilli par le clan Sarkozy, en ce sens que il aura un permis de séjour provisoire et il sera mis à l'abri en attendant que tout s'arrange.
Alors que le journal subit les attaques du clan Sarkozy, la presse découvre que Béchir Saleh est en France, protégé par les autorités françaises, tout en étant visé par un mandat d'arrêt d'Interpol. Donc ça va semer une grande confusion, ça va provoquer une grande confusion au sein de l'exécutif, parce que l'exécutif va devoir dire, bah oui, effectivement, il a eu une autorisation de séjour, mais on va quand même le rechercher. Il a démenti, pour sa part, Béchir Saleh, avoir reçu cette note, mais lui qui est recherché par Interpol, vit en France, à Bourg-en-Bresse, écrit par exemple Libération ce matin. Confirmez-vous cette C'est beaucoup cette plus. information, Tout ça n'est François pas Fillon. exact, monsieur D'accord. Apathy. D'abord, vous dites qu'il est recherché par Interpol. Nous n'avons aucune trace d'un mandat international à l'égard de monsieur Béchir Saleh. C'est ce que la presse écrit depuis samedi. Oui, mais enfin, j'imagine que le gouvernement français serait au courant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle. Il va y avoir un événement qui est vraiment digne d'un film. La France, une nouvelle fois, va organiser l'exfiltration de Béchir Saleh. Et la scène va se nouer autour de deux personnages, l'intermédiaire Alexandre Joury et le chef des services secrets intérieurs de Nicolas Sarkozy, qui est un homme qui s'appelle Bernard Squarcini. Et ces hommes-là vont se retrouver autour de la Tour Eiffel au début du mois de mai 2012 et vont organiser discrètement, par avion privé, c'est-à-dire un jet privé, l'exfiltration, la fuite, la cavale même de Béchir Saleh, alors qu'il était recherché par une notice rouge d'Interpol. L'homme qui a exfiltré Béchir Saleh est le second intermédiaire des négociations secrètes entre la dictature libyenne et l'équipe de Nicolas Sarkozy. Concurrent de Ziad Takieddine, son nom, Alexandre Djouri. Suspecté un temps dans sa jeunesse d'avoir appartenu à des bandes criminelles sans jamais avoir été condamné, à force de bagou, de savoir-faire et de culot, Alexandre Djouri va se retrouver à mener des affaires au contact de l'élite de la société française. Au départ lié à l'entourage de Jacques Chirac, il va progressivement se rapprocher du clan Sarkozy. Bonsoir Alexandre Djouri. Bonsoir, monsieur David Pujadas. Merci de nous accueillir ici à Londres, de nous accorder cette interview. Vous êtes depuis 30 ans un homme de la coulisse, un homme discret, voire secret. Vous côtoyez les chefs d'État, comme les grands patrons. D'ailleurs, comment définiriez-vous votre métier? Vous récusez ce terme d'intermédiaire? Absolument. Donc c'est le second personnage qui va contribuer à la campagne, côté français, à la campagne de Nicolas Sarkozy. Quand vous voyez Mediapart qui explique sur un papier qu'il y a eu un financement politique parce qu'il y a un gars qui s'appelle Abdallah Senoussi qui est condamné par contumace à perpétuité pour l'attentat du DC-10 du TA, vous avez Saïf Kadhafi, apprenti dictateur, qui a du sang sur les mains. Le fils. Oui, le fils de Kadhafi. Et vous avez un gars qui s'appelle Ziad Takieddine, à qui on ne peut pas en vouloir, parce que son cas relève des blouses blanches. Alexandre Djouri, il a un carnet d'adresses, il a des réseaux, et il a, côté police, il a Bernard Squarcini. Allô? Ouais, Bernard. Oui, Alex, ça va? Tu m'as pas rappelé, je pense. Oh putain, ouais. Rappelé. Je viens d'arriver, donc j'ai été ami, pris pourquoi? par LVMH. J'ai complètement oublié, je suis désolé. Oui, allô? Oui, Alex. Ouais, Bernard. Ben, j'attends la réponse, hein. Il m'a toujours pas donné une date ni rien. Hein. Il m'avait demandé il y a 10 jours avec qui je venais. Ben, j'ai dit voilà, c'est l'ami de Nicolas et de Claude. Il m'a dit Mais tu l'as rappelé oui, quand, là? ce week-end, hier. Ah ouais, non, mais dis-lui que c'est urgent, parce que... Ah oui, ben, je lui ai dit moi, que il c'était faudrait, urgent, moi, il faudrait vraiment qu'on fasse ça à Et l'attaque, j'ai là. compris, Bourrico. Ok, J'ai compris, à tout à l'heure. virgule-moi. Ciao. À tout à l'heure, bye, ciao. Salut, ciao, ciao. Ce lien Squarcini-Djouri est encore un lien hautement problématique. C'est-à-dire qu'avoir le patron du renseignement intérieur
je dirais, dans sa poche ou entre guillemets avec lui quand on conduit des opérations comme ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des informations sur des adversaires, ça permet d'avoir des informations sur ce qui se prépare à droite à gauche. C'est quand même un gros service de renseignement et il va mettre, Djouri va mettre à profit cette relation à plein de niveaux, à de multiples reprises. Bonjour, Bernard Squarcini, je suis momentanément absent. Laissez-moi votre message et je vous rappelle dès que possible. Merci. Commando Bernard, à l'attaque. Rappelle-moi, moi je suis dans les starting blocks. Suite aux révélations de Mediapart, Alexandre Djouri va être questionné sur son rôle dans l'exfiltration de Béchir Saleh entre les deux tours de la présidentielle de 2012. Béchir Saleh, c'est un monsieur qui avait un rendez-vous au Niger. Il m'a dit, écoute, je vais partir, j'ai un rendez-vous, j'ai une réunion, je vais revenir. Je ne savais pas qu'il n'allait pas revenir. Du Niger, Béchir Saleh va se réfugier en Afrique du Sud. Au fil des années, il sera régulièrement interrogé sur le sujet du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Si je donne à Sarkozy, je vais dire que je le donne. On n'a jamais donné de l'argent à Sarkozy. Je ne suis pas la personne qui est responsable à dire ça parce que je n'ai rien dans les mains. En fait, Béchir Saleh sait qu'il doit son salut à la France de Nicolas Sarkozy. Et pendant des années, Béchir Saleh va être une carte maîtresse de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens, puisqu'il va être son témoin à décharge. Est-ce que le fait que la France vous ait aidé à sortir de Libye, est-ce que vous êtes redevable à Nicolas Sarkozy? Et est-ce que c'est pour cela que vous niez toute possibilité de financement de sa campagne par la Libye? Est-ce que vous lui êtes redevable en d'autres termes? Non. Moi, je dis que la vérité. Mais de mois en mois, Béchir Saleh va être de moins en moins un témoin à décharge pour l'ancien président. Et fin 2017, devant le journaliste Nicolas Vescovaci pour l'émission Cache Investigation, Béchir Saleh reconnaîtra pour la première fois un financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Moi, je crois qu'il me donne de l'argent. Dans celui-ci, a dit qu'il me donne de l'argent à Sarkozy. Mais avec qui? Moi, c'est pas mon canal. Ça peut être un transfert bancaire à travers une société offshore. Personne qui accepte le transfert. Sarkozy va accepter un transfert. Donc ça peut être que du cash. Que du cash, c'est ça. Et puis, alors qu'il commençait à changer de position vis-à-vis de l'affaire, Béchir Saleh a été ciblé par un attentat en Afrique du Sud. Il a été victime de tirs alors qu'il était dans une voiture par un homme armé. Il en a miraculeusement réchappé alors qu'il avait pris plusieurs balles dans le torse. Les révélations un peu lointaines de Béchir Saleh vont avoir peu d'écho. Mais un autre personnage, à l'origine de cette histoire, va faire de nouvelles déclarations qui vont sonner comme un coup de tonnerre. Oui, monsieur Sarkozy a été financé par la Libye. Oui, il est corrompu. Oui, qu'il vienne se défendre, monsieur Sarkozy, qu'il vienne se défendre. Ziad Takieddine s'est senti lâché par les sarkozystes. Il a été lâché par les sarkozystes et même dénoncé par Guéant dans une interview. Il a un bras de fer avec l'équipe Sarkozy de manière assez évidente. Je peux vous dire que je connais très bien où se trouve tout ça et je connais très bien quand et comment ça va sortir. Ziad Takieddine est un homme qui a grandi à l'ombre d'une partie de la droite française, d'abord des baladuriens, puis des sarkozystes, qui est devenu très riche grâce à eux, mais qui à un moment donné a été remplacé. Monsieur, comment il s'appelle là, Djouri, avec monsieur Guéant, complice de tous les recels de cette République. Et quand le nom de Ziad Takieddine est devenu un peu trop inflammable sur la scène publique parce qu'il était associé à l'affaire Karachi, il a connu ce que beaucoup de personnes dans un cas comme cela connaissent, ça devient un fusible. On le fait sauter. Et Ziad Takieddine a fait partie de ceux qui se sont dit si je dois tomber, peut-être que je ne vais pas tomber tout seul. Est-ce que de l'argent a été versé? Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi.
À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Directement? Directement. Comment? À part des transferts bancaires et par du cash. Les accusations tonitruantes de Ziad Takieddine vont arriver aux oreilles des magistrats. Et 2 ans après que Mediapart a publié ses premiers articles sur l'affaire, la justice décide de se saisir du dossier et d'ouvrir une enquête pénale. Des policiers spécialisés, des procureurs spécialisés et des juges d'instruction spécialisés vont essayer à leur tour de documenter cela. Et ils ont des moyens pour le faire que la presse, évidemment, et heureusement, n'a pas. Et l'enquête va patiemment commencer à confirmer ce que Mediapart, depuis 2 ans, racontait. Elle va recueillir un certain nombre de témoignages, puis de découvrir un certain nombre de documents qui vont non seulement confirmer, mais même amplifier ce que nous avions commencé à raconter dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Dès le début de leur enquête, les policiers spécialisés de l'Office anticorruption s'intéressent à Claude Guéant. Lors d'une perquisition à son domicile, ils vont découvrir sur l'un de ses comptes en banque la trace d'un versement de 500 000 € en provenance de Malaisie. Les fonds ont été versés en 2008, 3 mois après la visite de Kadhafi à Paris. L'argent a été immédiatement investi par Claude Guéant dans l'achat d'un appartement derrière la Tour Eiffel. L'ancien secrétaire général de la République sous la présidence de Nicolas Sarkozy va justifier ce versement par la vente de 2 petits tableaux d'un peintre flamand. C'était la suite d'une opération toute banale, à savoir que j'ai vendu 2 tableaux que j'avais acquis une vingtaine d'années auparavant, et voilà. Malheureusement, Claude Guéant ne va pas réussir à apporter la preuve d'avoir réellement détenu les fameux tableaux. Les juges parleront même d'une vente fictive. L'histoire des tableaux va faire pchit. Et puis surtout, la piste financière est remontée, c'est-à-dire du compte d'origine à un autre compte, à un 3e compte, à un 5e compte. La justice suspecte aujourd'hui Alexandre Djouri et Béchir Saleh d'être à l'origine de cette opération. Cet argent libyen retrouvé sur le compte d'un des plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy va bien sûr donner à la justice un argument pour continuer à rechercher la trace d'un financement libyen. Mais un autre indice va parvenir aux enquêteurs. Pour le comprendre, il faut d'abord revenir quelques années en arrière. Nous sommes le 29 avril 2012, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, moins de 24 heures après la publication par Mediapart de la note Koussa. Ce jour-là, le corps sans vie d'un des plus grands dignitaires libyens, l'ancien ministre du Pétrole, Choukri Ghanem, est retrouvé flottant dans le Danube, à Vienne. L'enquête de la police autrichienne a été faite sommairement et a conclu à un accident de Choukri Ghanem qui se serait promené en plein milieu de la nuit et serait tombé dans le Danube et serait mort noyé. Il se trouve que des responsables américains, notamment des services de renseignement, pensent qu'il s'agit d'une mort suspecte et d'un crime qui a été commis. 4 ans après sa mort, en 2016, une copie des carnets intimes de Choukri Ghanem arrive sur le bureau des enquêteurs français. Et parmi les notes manuscrites de Choukri Ghanem, il y en a une qui a été retrouvée et authentifiée par d'ailleurs plusieurs polices européennes, qui a été rédigée sur son agenda, d'ailleurs à la date d'avril 2007. Et dans lequel il rapportait avoir rencontré Béchir Saleh et avoir fait le point, entre guillemets, sur le financement, des opérations de financement de Nicolas Sarkozy. Choukri Ghanem, dans son carnet, entrait dans le détail et signalait que plusieurs dirigeants avaient contribué au financement, à savoir Béchir Saleh lui-même, Saïf al-Islam Kadhafi et Abdallah Senussi. Cette note manuscrite du ministre du Pétrole libyen révèle que suite à un accord politique, Mouammar Kadhafi avait donné à ces 3 hommes pour mission de contribuer chacun pour une part
au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc c'est un document qui vient contredire un des arguments de Nicolas Sarkozy dans ce dossier, qui consiste à dire cette affaire de financement libyen de Kadhafi est une fabrication des kadhafistes au moment de la guerre, qui est un argument qu'on aurait pu recevoir. Des kadhafistes, membres d'une dictature, sont paniqués à l'idée d'être renversés par une guerre et donc vont accuser la France, qui est le pays le plus en avant pour la guerre, d'avoir été corrompu par eux, c'est-à-dire de faire un rideau de fumée. C'est une thèse qu'on peut évidemment admettre en théorie. Mais si l'un des principaux responsables des kadhafistes, en 2007, consigne des versements dans la perspective de l'élection présidentielle, ça vient complètement mettre à mal cette version, puisqu'en 2007, il ne peut pas prévoir qu'il va y avoir la guerre 4 ans plus tard. Que les révélations posthumes de Choukri Ghanem. Mais bientôt, Ziad Takieddine va faire de nouvelles déclarations sur son rôle dans l'affaire, qui vont violemment bouleverser la stratégie de défense de l'ancien président. Une valise comme ça s'ouvre comme ça s'ouvre et l'argent est dedans. Un jour, M. Sanoussi me demande si je peux être celui qui transporte une partie de ces sommes à Claude Guéant de l'Intérieur. Je me suis fait un plan dans la tête, qu'est-ce que j'allais mettre dessus pour cacher si j'avais de la place, et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, les services sont prévenus, donc il n'y a pas de problème, vous rentrez avec et vous les livrez à M. Guéant. Dans cette valise, il y a quoi exactement? Il n'y a rien d'autre que de l'argent. Il y a à peu près, je pense, la première, c'était 1,5 million. Ziad Takieddine explique qu'il a amené donc à 3 reprises des fonds au ministère de l'Intérieur, donc en novembre, décembre 2006 et janvier 2007. Ils font appel à moi parce qu'ils ont confiance. Donc je prends, je livre. Il s'auto-incrimine en disant « Oui, moi, Ziad Takieddine, je suis allé chercher des espèces à Tripoli et je les ai amenées au ministère de l'Intérieur. » Il parle de 3 voyages pour un total de 5 millions d'euros qui lui auraient été donnés par Abdallah Senoussi, toujours lui, pour les amener en France, à Paris, place Beauvau. Il est très précis et circonstancié dans ce qu'il raconte. Il raconte les scènes à l'aéroport, il raconte les sacoches, il raconte les scènes de remise, 2 fois pour Claude Guéant, dit-il, 1 fois pour Nicolas Sarkozy, affirme-t-il. Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. Oh. Cette révélation de Ziad Takieddine s'accompagne d'une autre révélation, une forme de recoupement a posteriori, c'est la révélation de la déposition d'Abdallah Senoussi devant des magistrats de la Cour pénale internationale. Abdallah Senoussi, l'organisateur de l'attentat contre le DC-10, a été arrêté en mars 2012 en Mauritanie, puis extradé et emprisonné en Libye. Devant la Cour pénale internationale, il va affirmer avoir personnellement supervisé le transfert de 5 millions d'euros via Ziad Takieddine et Claude Guéant pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire exactement ce dont s'accuse Ziad Takieddine, sans qu'il puisse savoir que Abdallah Senoussi a dit la même chose devant la Cour pénale internationale. Encore une fois, est-ce que ça fait une preuve définitive? Non, mais ça fait un faisceau qui a évidemment beaucoup intéressé la justice française. Face à la gravité des faits qui vont être établis par l'enquête, Nicolas Sarkozy va se défendre pied à pied, en appeler à l'opinion publique et à l'offense faite à son statut d'ancien chef de l'État. Une question simplement peut-être. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité.
Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Les juges, dans la foulée de ces révélations, de ces indications, vont chercher effectivement des espèces un peu partout. Dans toutes ces grandes affaires de corruption, de trafic d'influence, de financement politique occulte, il y a une question qui se pose qui est celle des espèces, de l'argent liquide. Pourquoi ? Parce que c'est toujours utilisé pour une raison assez simple à comprendre, c'est que ça ne laisse pas de traces. Les juges vont s'interroger sur la circulation d'espèces au sein de l'UMP, les Républicains. Pourquoi autant d'espèces ? Et des témoignages vont s'accumuler sur la présence d'espèces dans une armoire, au siège des Républicains. Et ce qui apparaît, en tout cas à la fin de la campagne de manière très très claire, c'est que toutes les distributions de primes de fin de campagne, de fin de contrat ont été aussi effectuées en espèces. Ça a représenté, d'après une expertise judiciaire, la bagatelle de 250 000 €. Ce qui veut dire que à la toute fin de l'élection présidentielle, il restait en grosse coupure dans les coffres des équipes de campagne 250 000 € en cash. C'est-à-dire qu'il faut prendre cette somme comme la butte témoin de ce qu'a pu être la circulation massive d'espèces pendant la campagne présidentielle, comme le révélateur de ce qui a pu circuler avant, c'est ce qui est resté. Mais d'où venait cet argent ? Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Dans l'enquête judiciaire sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, les juges vont découvrir que Ziad Takieddine a ouvert une société offshore, c'est comme ça qu'on appelle ce type de société, qui s'appelait Rosefield Limited. En février 2006, il y a notamment la mention d'un versement à destination d'un compte qu'il nomme All-in. O-L-I-N. All-in. Parallèlement, dans une autre enquête judiciaire, des policiers s'intéressent à la fraude fiscale d'un collaborateur historique, d'un ami de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Thierry Gobert. C'est Nicolas Sarkozy qui, en 1988, a célébré le mariage de Thierry Gobert, qui était à l'époque son proche collaborateur à la mairie de Neuilly et deviendra son directeur de cabinet adjoint au ministère du Budget. Thierry Gobert, qui est un intime de Ziad Takieddine, a lui aussi été impliqué dans l'affaire Karachi et condamné en première instance en 2020 à 4 ans de prison ferme. Il a fait appel de cette décision. Et il avait été découvert qu'il était détenteur de plusieurs comptes non déclarés à l'étranger, en Suisse et aux Bahamas. Et là, je me rappelle que le nom du village en Colombie, où nous avions découvert avec Karl en 2011 la somptueuse propriété cachée au fisc de Thierry Gobert, s'appelle Nilo. N-I-L-O. Nilo, c'est All-in à l'envers. O-L-I-N. Et là, je vois la trace, au mois de février 2006, d'un versement de 440 000 € qui vient d'une société qui s'appelle Rosefield Limited. Alors je me dis, mais c'est incroyable, c'est exactement la même somme, la même date et le même nom que la société de Ziad Takieddine qui est utilisée pour le versement de l'argent libyen. Pour la première fois, nous avions la trace bancaire d'un flux financier qui partait de la dictature Kadhafi et qui arrivait sur le compte d'un proche de Nicolas Sarkozy en France. Le versement était chimiquement pur. Ça partait de Sinoussi, ça passait par Takieddine, ça arrivait sur le compte de Thierry Gobert. Thierry Gobert
ont écrit, comme les uns et les autres, des petites notes sur son agenda. Et on aperçoit, l'avant-veille ou quelques jours avant ce virement, la mention NS Campagne. Donc, qui pour les enquêteurs et pour les juges est une forme d'aveu qu'effectivement il est lui aussi impliqué dans la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Alors Thierry Gobert, il va dire je sais pas, j'ai oublié, campagne, on peut vouloir dire n'importe quoi, enfin campagne, non, voilà. Donc il va noyer le poisson de manière un peu caricaturale, parce que NS Campagne quand même, c'est difficile de nier qu'il y a un certain rapport avec la campagne de Nicolas Sarkozy. Et donc, en décembre 2019, nous faisons des révélations dans Mediapart sur le chaînon manquant de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, le versement du demi-million d'euros de Senoussi pour Takieddine jusqu'à Thierry Gobert. Le virement Gobert-Senoussi dans l'affaire libyenne est un événement du point de vue judiciaire, puisque Nicolas Sarkozy, quand il était interrogé quelques années plus tôt par les médias et par la télé, il disait avec beaucoup de forfanterie on n'a pas trouvé un seul virement bancaire dans cette affaire. Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Il se trouve que si, il y a bien au moins un virement bancaire de 440 000 euros qui démontre qu'il y a eu un flux financier parti de Libye pour arriver dans des poches françaises et non des moindres, celle de l'ami caché de Nicolas Sarkozy. Les juges retrouveront néanmoins en perquisition de nombreux éléments. Invitations, déjeuners, cadeaux, rendez-vous, attestant selon eux d'une continuité relationnelle sans aucune mesure avec ce que l'ancien président a affirmé. Le 21 mars 2018, après 48 heures de garde à vue, Nicolas Sarkozy est mis en examen dans le cadre de l'affaire libyenne pour corruption, recel de détournement de fonds publics et financement illicite de campagne électorale. Pour l'ancien chef de l'État, c'est l'occasion de dénoncer un complot de l'institution judiciaire, une stratégie de défense qui lui est familière depuis déjà plusieurs années. Nicolas Sarkozy sort du silence. Dans une tribune publiée demain dans le Figaro, l'ancien président répond aux accusations et aux soupçons des juges. Il compare les écoutes dont il a été l'objet aux pratiques de la Stasi en Allemagne de l'Est. La meilleure défense, c'est l'attaque, Gilles. Et Nicolas Sarkozy trempe donc sa plume dans une encre d'une rare violence. Les écoutes dignes de la Stasi est-allemande et d'un dictateur. Vous voyez, c'est un homme qui se présente comme blessé et en colère, qui répond au magistrat, qui l'accuse d'être à charge et politisé. Nicolas Sarkozy a donc choisi de politiser lui-même son combat judiciaire dans le titre. Les politiques aujourd'hui, c'est une constante. Et c'est effectivement une tactique qui des fois finit par payer, ou qui consiste donc à essayer de discréditer la poursuite en mettant en cause en réalité les arrière-pensées et l'intégrité du procureur qui va poursuivre. Moi, il y a 20 ans que je constate ça. J'ai estimé que la situation était suffisamment grave pour que je dise aux Français ce qu'il en était de l'instrumentalisation politique d'une partie de la justice aujourd'hui. Il y a des choses qui sont en train d'être organisées. Les Français doivent les connaître et en leur conscience et en toute liberté doivent juger de ce qu'il en est. Moi, je crois dans l'honnêteté et dans la sincérité des magistrats et des magistrats du parquet. J'ai toujours persisté à penser qu'un bon magistrat, fallait qu'il soit courageux. Et que le courage, ça fait partie des vertus intrinsèques qu'on doit exiger d'un magistrat et notamment d'un bon magistrat. Le courage, c'est effectivement ce qui va permettre de prendre des décisions qui ne seront pas forcément populaires. Ça m'est arrivé quelquefois de prendre des décisions qui ne plaisent pas aux politiques. On fait quand même. Je suis l'objet, 1, d'un acharnement, 2, d'une instrumentalisation de la justice, tout ça pour me détruire, pour m'éloigner de la vie politique, de la même façon que dans le même temps. Enfin, les Français sont pas sots, ils observent bien que tout est fait pour affaiblir Nicolas Sarkozy. La démocratie, elle a besoin pour fonctionner, que ça plaise ou que ça déplaise, elle a besoin d'une justice qui soit forte, qui soit indépendante et qui fasse
respecter le droit, les grands principes républicains et qui protège la liberté des gens. C'est tout. Elle est pour ça, la justice. Et quand on incarne une institution, notamment au plus haut poste de responsabilité, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'on devrait travailler. Et moi, en tout cas, j'ai envie de dire, comme citoyen, c'est ce que j'aurais envie d'attendre de la personne que j'aurais élue. Dans quel pays vivons-nous où un ancien chef de l'État peut être pendant plusieurs mois écouté dans ses conversations personnelles les plus privées? Des attaques de certains politiques, effectivement, contre la justice, moi je pense que ça discrédite la République, et ça sape la confiance des citoyens dans l'institution et la confiance dans la démocratie. Et je pense que c'est extrêmement grave. Et ça l'est encore plus quand ça vient d'un président de la République qui est censé, de par la Constitution, œuvrer pour garantir l'indépendance de la justice. Donc c'est bien lui qui devrait être le dernier à venir tenir ce genre de propos. La présidente de la Cour d'appel a pris il y a quelques années violemment, politiquement position contre moi. Violemment, nommément. Est-ce que c'est normal, monsieur Toussaint, qu'un juge qui vous juge soit un de vos adversaires politiques? Le 16 octobre 2020, après 4 jours d'audition, Nicolas Sarkozy sera mis en examen une seconde fois dans l'affaire du financement libyen pour l'incrimination infamante d'association de malfaiteurs. Cette nouvelle mise en examen va donner lieu aux habituelles attaques de son camp contre la justice. J'apprends qu'il est mis en garde à vue et je me dis encore, voilà, et je me dis il y aura un non-lieu et encore une fois il sera sali, mais encore une fois quand il sera blanchi, ce sera des petites lignes dans la presse. On a le sentiment qu'on est rentré dans une république des juges, que les juges veulent se faire Nicolas Sarkozy. Moi c'est ce que j'ai dit hier, ce parquet national financier, avec tout ce qui sort, c'est pas un parquet, c'est une officine. C'est une officine. Alors maintenant, il faut savoir pour qui elle travaille, cette officine. Et moins d'un mois plus tard, cette thèse du complot judiciaire va subitement avoir la faveur des médias grâce à un spectaculaire coup de théâtre. Maintenant, on va vous montrer un document. Le principal accusateur de Nicolas Sarkozy a décidé de changer de version. Et c'est une vidéo qui a été tournée à Beyrouth, un document Paris Match chez BFM TV. Je vous propose de découvrir ce document maintenant. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Cette vidéo de 32 secondes, filmée sur la marina de Beyrouth où Ziad Takieddine a fui après sa condamnation à 5 ans de prison ferme dans l'affaire Karachi, est diffusée en exclusivité sur BFM TV et s'accompagne d'un long article dans l'hebdomadaire Paris Match. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou j'ai toujours dit. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Jamais. Voilà les propos très clairs de Takieddine ce soir, mais ça... À l'encontre de toutes ces déclarations passées, Ziad Takieddine disculpe Nicolas Sarkozy et accuse la justice de l'avoir manipulé. C'est une véritable volte-face. Ce scoop de BFM TV, moins d'un mois après sa seconde mise en examen dans l'affaire libyenne, offre miraculeusement à Nicolas Sarkozy l'occasion d'une nouvelle contre-offensive médiatique qui commence sur BFM TV. Si on a fait une enquête sur un ancien chef de l'État, sur les seules déclarations de M. Takieddine... Il faudrait en faire une sur le juge. Madame, ce n'est pas à moi d'en décider. Mais vous ne pouvez pas, ni les médias, ni la justice, considérer que quand Takieddine dénonce Nicolas Sarkozy, il faut une enquête, et quand Takieddine dénonce un magistrat, un autre magistrat peut dire, 24 heures après, il n'y a rien, circulé, on laisse en l'état. Non, madame. Alors, Ziad Takieddine, il ne suffit pas qu'il dise non, je me rétracte, il faut aussi qu'il accuse les juges. Bon, c'est un petit peu gros, mais voilà, ça passe, en tout cas, chez les Républicains, dans une partie de tout son camp, se galvanise de cette rétractation. Des magistrats ont-ils été aveuglés par un désir de vengeance, voire même par une certaine forme de haine, lorsque M. Takieddine porte une accusation sur un ancien chef de l'État,
Une enquête est immédiatement ouverte. Lorsque le même individu, sur la même affaire, porte une accusation sur un magistrat, la réponse du parquet national financier est circulée, il n'y a rien à voir. Évidemment, à Mediapart, et avec mon confrère Karl Lasky, on se gratte la tête en disant mais qu'est-ce qui se cache derrière cet événement? Donc on fait quand même des vérifications. Qu'est-ce qui se passe pour lui à Beyrouth? De quoi vit-il? Donc on appelle un petit peu partout à Beyrouth pour savoir ce qu'est devenu sa vie, ce que disent ses proches, etc. Très vite, on s'aperçoit qu'en fait, il est aux abois. Il est ruiné, il habite chez les uns, chez les autres, il a des créanciers, il a des avocats contre lui qui lui réclament de l'argent. Il est le dos au mur, en fait. Donc, à partir de là, on franchit un cap supplémentaire de notre curiosité. On va essayer de comprendre comment s'est passée la rétractation, qui est venu, etc. Et on apprend que, effectivement, le journaliste de Paris Match est venu sur place, mais qu'il était accompagné. En fait, derrière la rétractation de Ziad Takieddine, il y a tout un aréopage de personnages très hauts en couleur, au premier rang desquels se trouve une femme, qui est une femme d'affaires, qu'on appelle aussi la papesse de la presse People, qui s'appelle Michèle Marchand, qui est surnommée Mimi Marchand, et qui est très liée au monde politique français. C'est une intime du couple Macron, mais c'est aussi une intime du couple Sarkozy, de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni, puisqu'elle connaît Carla Bruni, la chanteuse et mannequin, depuis plusieurs décennies. Moi, je suis un petit électron libre comme ça, à qui on peut demander de temps en temps qu'est-ce que tu penses, mais rien d'autre. Et c'est cette personne, Mimi Marchand, qui est soupçonnée d'avoir été à la tête d'une équipée un peu baroque pour convaincre Ziad Takieddine de changer son témoignage dans l'affaire libyenne pour tenter de blanchir Nicolas Sarkozy. Et de fil en aiguille, on va comprendre que de l'argent a été mis sur la table, qu'une somme très importante lui a été promise, de 4 millions d'euros. Et pour finir, donc on a publié 2 articles qui ont largement contribué à ouvrir une information judiciaire pour subornation de témoins dans cette affaire. Si c'était une série, moi qui suis un passionné de série, on dirait le scénario est invraisemblable. Ça ne me fait pas sourire, malheureusement. Parce que c'est grave. Pas simplement pour moi, pas simplement pour ma famille, pas simplement pour ceux qui ont cru en moi, mais pour la France, qui donne le sentiment que son ancien chef de l'État pouvait être un corrompu. C'est une ignominie. Quand on organise la rétractation de Takieddine, on organise derrière toute la reprise médiatique. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont ça s'est fait, mais c'est clairement pas juste « Ah bah tiens, on va faire une une sur la rétractation ». Vous allez le feuilletonner, vous allez prévoir les bons invités, les bonnes reprises au bon moment. Donc il y a un vrai travail qui est fait pour ça. Et derrière, vous avez Mimi Marchand. Vous avez une espèce de super attaché de presse, de communication qui fait son travail très bien, de ce point de vue-là. Bonsoir Hervé Gattegno. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir alors que Paris Match que vous dirigez publie les nouvelles confessions de Ziad Takieddine qui opère un revirement. Interrogé sur le contexte de cette rétractation, le directeur de Paris Match ne sera pas très prolixe dans ses explications. Dans l'affaire Karachi, est-ce que c'est lui qui vous a contacté parce qu'il avait ces nouvelles déclarations à faire ou est-ce que vraiment vous l'avez recherché et convaincu de vous parler? Non, c'est ni l'un ni l'autre, comme souvent. Alors, ça ne vous étonnera pas, je ne vais pas vous révéler tous les secrets du making-of de cette interview, parce que sinon, ça casse le métier, comme on dit. Et puis, il y a le secret des sources des journalistes. Mais quand je dis que c'est ni l'un ni l'autre, c'est au fond, on l'a rencontré, il a parlé. Vous savez, en général, Ziad Takieddine, il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup pour qu'il parle. C'est évident que dans le cadre de cette affaire libyenne, il y a qui a enquêté principalement? Mediapart, beaucoup. Mais derrière, vous n'avez pas, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de une du Point, pas de une de l'Express, pas non plus qu'il y en ait du côté de l'Obs. Ça ne donne pas lieu à une couverture massive, à tout le moins. La question, c'est pourquoi? Alors, on peut avoir 2 facteurs explicatifs. D'ailleurs, il y a sans doute un peu des 2 à l'œuvre. Un, est-ce que vous n'avez pas une concurrence dans les médias qui fait que vous avez un nouvel acteur qui s'appelle Mediapart,
qui réussit très bien en relativement peu d'années, ce qui rend jaloux une partie de la concurrence. Et donc, du coup, vous avez toute cette partie de la concurrence qui n'a pas envie de faire de cadeaux ou de la pub, qui vont en parler relativement peu parce que c'est pas eux qui l'ont sorti. Première partie d'explication. Encore une fois, je suis pas sûre que ce soit contradictoire. Et puis, deuxièmement, vous avez, notamment dans le secteur des médias, un groupe qui est très influent, qui s'appelle le groupe Lagardère. Au conseil d'administration du groupe Lagardère, vous avez Nicolas Sarkozy. Et donc, c'est vrai que du coup, quand vous avez un ancien président qui siège au conseil d'administration d'un groupe qui possède des médias, que dans ces médias, vous avez quand même un actionnaire qui sait se montrer interventionniste et qui le fait régulièrement, il ne faut pas vraiment s'étonner qu'ensuite vous n'ayez pas la une du JDD ou la une de Paris Match sur cette affaire. Sauf pour annoncer la rétractation d'un certain témoin. L'enquête va aller évidemment beaucoup plus loin que nous, c'est-à-dire qu'elle va permettre de réunir les échanges de tous ces protagonistes qui vont clairement prouver que de l'argent a été promis, que les 4 millions ont été promis par écrit à Takedine et que Takedine avait parlé pour ça. Et en enquêtant en particulier sur Michel Marchand, va découvrir que Michel Marchand, elle est en contact forcément avec Carla Bruni, l'épouse de Nicolas Sarkozy, et que en fait, les trois ont échangé sur le sujet, que Nicolas Sarkozy, il est informé avant même la parution, avant même la mise en ligne de l'opération. Et donc ça fait de lui un complice potentiel, voire un donneur d'ordre de toute l'opération. L'opération Sauver Sarko va faire l'objet d'une enquête judiciaire au tribunal de Paris, distincte de celle sur les financements libyens. La belle entente qui régnait alors entre les principaux protagonistes de cette mise en scène va tourner au pugilat. Hervé Gattegno, qui conteste avoir commis la moindre infraction pénale, n'est pas mis en examen dans cette affaire. L'affaire de la rétractation va devenir l'affaire de la fausse rétractation de Ziad Takieddine, qui va aboutir à la mise en examen de Michel Marchand, de tous ses complices présumés, mais aussi de Nicolas Sarkozy, mise en examen pour une association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie très particulière, d'après les juges, qui est une escroquerie qu'on appelle au jugement. C'est-à-dire qu'on a tenté de manipuler la justice pour s'en sortir blanchi quand on est mis en cause dans un dossier. L'enquête judiciaire va aussi mettre en lumière l'extraordinaire proximité entre l'équipe de Nicolas Sarkozy, la direction de BFM TV et certains journalistes qui ont fait la promotion de la fausse rétractation de Ziad Takieddine. Les liens entre Sarkozy et notamment Arnaud Lagardère, c'est des liens
qui sont loin d'être secrets, aussi parce qu'ils sont loin d'être discrets. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans une situation où vous avez l'homme politique, en l'occurrence c'est un homme, qui essaie de tirer les ficelles dans l'ombre, d'avoir de l'influence, mais qui essaie de le faire discrètement. Mais là, en fait, il ne voit même pas le problème. C'est-à-dire le jour où Lagardère va chercher Nicolas Sarkozy pour siéger à son conseil d'administration, personne ne voit le problème. Comme un gros problème. Quand vous faites ça, vous savez très bien ce que vous faites. Et Nicolas Sarkozy, c'est très bien la raison pour laquelle il l'accepte. On a des liens forts, trop forts, très forts, entre le monde politique et le monde des médias. Il faut les interroger. Il faut les interroger pour ce qu'ils peuvent créer en termes de corruption, de renvoi d'ascenseurs, d'informations non publiées. Et puis il faut aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça ne nous choque pas plus que ça, collectivement. Pour le directeur de la chaîne, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui est intéressant dans ce dossier de la fausse rétractation de Ziad Takieddine, c'est que Nicolas Sarkozy, comme dans l'affaire libyenne, a lâché ses anciens partenaires. C'est-à-dire que, comme il l'a fait dans l'affaire Bismuth, pour laquelle il a été condamné, où il avait lâché son avocat Thierry Herzog, comme dans l'affaire Big Malion, dans laquelle il a été condamné, où il a lâché son équipe de campagne, comme dans l'affaire des financements libyens, où il a lâché Brice Hortefeux et Claude Guéant, il a lâché Mimi Marchand, qui est pourtant une intime de son couple, et notamment de sa femme, Carla Bruni. C'est-à-dire qu'on est, au fil des affaires, de plus en plus confronté à un chef de l'État qui donne parfois l'impression de se comporter comme un parrain d'une mafia politique qui, à mesure que les flammes judiciaires se rapprochent de lui, est prêt à couper les fils de tout ce qui le relie à ses lieutenants, à ceux qui sont mis en cause. J'ai dit au juge, cherchez pendant un siècle ce que vous voulez. Vous ne trouverez rien. Ils ont fait le tour du monde. Vous ne trouverez rien, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à trouver. Dans ce dossier, nous avons été poursuivis par Nicolas Sarkozy, par Brice Hortefeux, par Claude Guéant, par Ziad Takieddine, par des journalistes proches de Nicolas Sarkozy. Nous avons gagné tous nos procès, définitivement. Nous n'avons jamais été condamnés, ni pour faux, ni pour usage de faux, ni pour diffamation, ni pour atteinte à la présomption d'innocence. On verra si les faits que nous avons révélés, si les faits que la police et les juges d'instruction ont révélés vont rencontrer une définition du code pénal qui va autoriser un tribunal ou non à condamner Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant, Alexandre Jourry, Ziad Takieddine, Éric Woerth et les autres. Il y a 13 personnes qui sont aujourd'hui prévenues dans le procès Sarkozy-Kadhafi. Quelle qu'en soit l'issue, Mediapart ne retirera pas une seule virgule des articles qu'il a consacrés à cette histoire, parce que nous n'avons fait que notre travail, c'est-à-dire de publier des faits qui sont vérifiés et d'intérêt public.